C'est arrivé mardi dans l'espace. La NASA a pu récupérer 2 des lanceurs ayant servi à propulser la fusée Falcon Heavy de l'entrepreneur Elon Musk, tout en envoyant, cerise sur le gâteau, l'une de ses voitures Tesla en direction de la planète Mars. Derrière le coup de com', quel progrès pour la science et l'industrie spatiale. Et qui est cet Elon Musk qui veut révolutionner la conquête spatiale? Bonjour Xavier Pascaud. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de l'espace, et vous êtes également l'auteur du Nouvel Âge spatial de la guerre froide au New Space. C'est paru l'an dernier au CNRS édition. Un mot d'abord sur ce qui a été réalisé par Elon Musk et la NASA mardi. Est-ce qu'on peut parler d'une immense prouesse technologique? Alors, on peut parler d'une prouesse technologique. Immense prouesse technologique, non. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore été sur Mars. Enfin, l'équivalent d'Apollo, où on a mis un homme sur la Lune, plusieurs hommes d'ailleurs, serait désormais un atterrissage sur Mars. En revanche, c'est une rupture quand même dans la manière d'accéder à l'espace. Et puis surtout, selon son promoteur Elon Musk, c'est vraiment une manière de rendre finalement l'espace plus accessible, parce qu'on va récupérer des morceaux de fusée extrêmement coûteux et ils sont censés être pouvoir réutilisés. Alors, l'objectif de la mission quand même, au-delà du coup de com', sur lequel on reviendra parce qu'il a vraiment réenchanté l'espace, mais l'objectif scientifique, l'objectif spatial. Alors, il n'y avait pas d'objectif scientifique. Elon Musk et sa société SpaceX avaient pour mission de qualifier ce gros lanceur lourd, donc Falcon Heavy, qui est en fait une adjonction de 3 Falcon 9, qui est le cheval de bataille de la société. Et donc, c'était un vol de test. Alors, en général, on met dans ces vols-là une charge inerte. Alors, ça peut être un bloc de béton. Bon, il a choisi de mettre sa propre voiture, Tesla, puisqu'il est aussi patron de Tesla. Donc, voilà. C'est un vol d'essai avec une technologie qui est amenée dans les années qui viennent à propulser des satellites, dont le marché va exploser littéralement. Mais au-delà de ça, Elon Musk, il a quand même des idées assez originales en matière de conquête spatiale. Alors c'est quelqu'un qui bâtit une société d'abord parce qu'il veut aller sur Mars. Il bâtit cette société en 2002. Il a cette obsession. C'est quelqu'un qui vient pas du tout de la communauté spatiale. C'est quelqu'un qui vient de l'Internet, comme on le sait bien maintenant, qui a fait PayPal. Et puis qui a cette vie, qui est un Sud-Africain d'ailleurs, qui est un immigré aux États-Unis, mais qui endosse le rêve américain d'une certaine manière et qui veut aller sur Mars. Il se fait conduire par les Russes à qui il avait demandé de lui vendre quelques vols spatiaux. Ils lui vendent ça très cher. Donc il se dit à ce moment-là, de retour, dit-on, à l'aéroport de Moscou, eh bien puisque c'est comme ça, je ferai mes propres fusées pour aller sur Mars. Donc c'est quelqu'un qui a une vision. Alors il a une vision plus large d'ailleurs, je dirais, que le monde spatial lui a une vision de société. C'est quelqu'un qui en mettant fait Tesla, fait Hyperloop, ce train ultra rapide, a cette obsession des cellules solaires, etc. Tesla, tout le monde ne connaît pas. Tesla, c'est des voitures électriques. Tesla, ce sont les voitures électriques. Partout. On commence à en voir. Il annonce des grandes choses. En général, il a du mal à tenir les délais, mais enfin, il propose une sorte de nouveau modèle de société auquel on ne peut ne pas adhérer d'ailleurs. Mais néanmoins, c'est un acteur très singulier dans le monde spatial. Qu'est-ce qui a séduit autant le public autour de ce lancement de mardi? Parce qu'on a parlé de communication, de mise en scène. J'invite quand même nos auditeurs qui l'ont pas vu à voir sur Internet, en vidéo, ces 2 lanceurs qui reviennent sur Terre se poser comme 2 danseuses. Absolument, sur un théâtre. C'est une véritable chorégraphie. C'est vrai que ces vidéos de lancement, eh bien aujourd'hui, parce que les étages reviennent, finalement, crée une forme de dramaturgie nouvelle pour le lancement spatial, qui est a priori quelque chose de très technique. Et ce qu'ils apportent, c'est une sorte de jeunesse. On voit toute l'usine derrière avec une moyenne d'âge de 25 ans en train de lever les bras à chaque fois que quelque chose se passe bien. Et alors avec cette récupération, on a finalement une montée en drame, en dramaturgie, je dirais, qui raconte quelque chose. On a l'impression de quelque chose qui est en train de se passer, qui est nouveau. Il y a ce sentiment d'une nouveauté et d'une histoire qu'on est en train de faire finalement. Est-ce que la concurrence doit trembler? Je pense aux Russes, je pense évidemment aux Européens avec Ariane. Il est en train de leur grignoter des parts de marché et surtout des parts de publicité et d'adhésion. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'activité de lancement dans le monde, c'est à peu près 80 tirs par an. Sur ces 80 tirs, il y en a 15 qui sont vraiment accessibles au monde commercial. Le reste, ce sont des tirs gouvernementaux. Et Elon Musk, d'abord, se repose sur ces tirs gouvernementaux. Il a obtenu récemment le droit de tirer des satellites militaires. Il a obtenu des certifications, etc. Donc sa grosse activité, comme beaucoup, c'est cette activité gouvernementale que n'a pas Ariane. Ariane ne fait que des tirs, ou pratiquement que des tirs commerciaux. D'ailleurs, les tirs institutionnels européens sont très peu nombreux. Si bien qu'aujourd'hui, finalement, Ariane demeure un acteur essentiel du petit marché commercial. Mais Elon Musk vient effectivement manger un peu. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, alors ce ne sera pas la Falcon Heavy, le cheval de bataille commercial, ça restera la Falcon 9, parce qu'on n'a pas besoin de 60 tonnes en orbite basse pour lancer des satellites. C'est une fusée un peu plus petite qui avait réalisé des prouesses comparables, sauf qu'il y a fait un seul lanceur. C'est ça. Et ça va continuer. Et c'est sans doute la concurrence, elle est sans doute là. Mais Falcon Heavy
lui ajoute un supplément d'âme sans doute. Alors, à tort ou à raison diront les spécialistes, mais pour le grand public, c'est quelque chose qui va vers l'avant, qui va vers le futur. Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de l'espace et notamment du secteur spatial américain. Vous avez parlé de la Tesla, la voiture électrique. Vous avez parlé d'Hyperloop, ce train qui ira très vite, qui d'ailleurs doit être construit avec la collaboration d'ingénieurs du monde entier. Il y a SpaceX, c'est Elon Musk, il est en train de faire la révolution dans tout le secteur spatial. Mais je crois que c'est ça qui à la fois fait qu'on se méprend un peu sur ces projets et qui crée l'ambiguïté de sa relation avec la communauté spatiale. En fait, le fondement de sa réflexion, c'est de dire que finalement, il y a tout un tas d'améliorations qu'on peut apporter à la société telle qu'on la vit aujourd'hui, à notre société moderne, et que lui se propose, bien d'une manière un peu candide et contre toutes les habitudes et les routines bien d'être le héros de ça, je dirais, un peu au sens mythologique du terme. Vous évoquez des vols de tourisme, risqués quand même, qu'il destine à la Lune. Est-ce que ça c'est sérieux? C'est à l'horizon 2020, 2022, 2025? Du tout. C'est la grande question. Et justement, c'est ce qui fragilise aussi sa position. Il a fait ce scénario, ce film, il en a fait un film, avec des grandes fusées qui vont faire des milliers de vols avec des centaines de gens à bord pour les installer, pour créer une colonie d'1 million d'individus à terme, etc. Alors les dates sont pas très précises, mais même d'un point de vue technique, aujourd'hui ça on ne sait pas le faire. On n'est pas du tout sûr que ce soit tout à fait bien fondé, puisque Mars reste quand même un milieu hostile, et on sait que dans le système solaire, on pourra sans doute un jour faire atterrir un homme, mais y faire vivre une colonie, etc. Ce sera très compliqué, ou alors c'est très hostile. Il faudrait, parce que la NASA, il y a des dizaines d'années, avait pensé à terraformer Mars. Il y avait ce terme de terraformer, la rendre, faire une nouvelle Terre, créer une atmosphère plus dense. Tout ça est considérablement difficile, techniquement extrêmement aléatoire, et donc Musk n'a pas de solution miracle de ce point de vue-là. Et c'est ce qui, du point de vue de la communauté spatiale, le rend finalement peu crédible et fait de lui un aventurier finalement. Oui, mais enfin, on dit peu crédible en parlant d'Elon Musk. Voilà. Depuis, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je reçois souvent d'ailleurs des autorités spatiales françaises tout à fait respectables et informées. Et année après année, on me dit mais Musk, bon, il y a quand même des fusées qui explosent, c'est un aventurier. Sauf qu'on les voit les choses avancer. Absolument, et notamment pour la récupération, par exemple, c'est quelque chose, mais qui jusqu'à très récemment, et encore en fait un peu maintenant, est mis en question. Quand vous dites la récupération, c'est la récupération de ces deux fameux lanceurs qui se sont posés, qui coûtent extrêmement cher, parce que généralement ça explose dans l'espace. En général, l'espace aujourd'hui, c'est du consommable. On jette la fusée, on met un satellite, quand ce satellite arrive en fin de vie, il grille dans l'espace, dans l'atmosphère, et c'est terminé. Et donc là, non seulement il fait des belles images, mais il fait faire des économies, c'est pour ça qu'il est dangereux. Oui, alors les gens ont mis ça en question au début, parce qu'ils ont dit, bon, on ne sait pas comment ils reconstruisent les étages, peut-être ça coûte très cher. Mais en fait, aujourd'hui, on suppose qu'en réalité, ils gagnent sans doute un peu d'argent quand même sur cette remise en condition, on va dire. Un dernier mot, Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, sur l'incarnation de la conquête spatiale. On l'a vu avec Thomas Pesquet, on le voit avec cette voiture rouge qui part en direction de Mars, avec une musique de David Bowie, un cosmonaute à son bord, c'est incroyable. Qu'est-ce qui nous manque chez nous à Ariane? Il nous manque un supplément d'âme? Il faut qu'Ariane propulse un saucisson dans l'espace? Alors, je ne sais pas, une baguette peut-être, mais toujours est-il que on a fait le choix en Europe, et c'est un choix tout à fait légitime, d'utiliser l'espace de façon utile pour la Terre. C'est-à-dire qu'on s'est spécialisé, et on l'a fait de très belle manière, et encore aujourd'hui ça fonctionne parfaitement. On envoie des satellites extrêmement pointus pour gérer, découvrir le trou de l'ozone, gérer la planète, etc. Et là, effectivement, ce que fait Musk, c'est quelque chose qui sans doute est beaucoup moins utile de mettre une Tesla en orbite. En revanche, c'est vrai que ça emmène les gens par la main, on les prend par la main, on les emmène, on leur montre quelque chose, on leur raconte cette histoire auquel les gens ont envie de croire quelque part, et en particulier dans nos sociétés aujourd'hui. Ça, c'est sans doute en Europe quelque chose sur lequel il faudra travailler. Je pense que Rosetta et Philae, par exemple, ont été une très belle histoire de ce point de vue-là, et ça a raconté quelque chose de l'Europe aussi, finalement. Et je pense que ça, il en faudra en voir plus souvent en Europe. Un supplément d'âme pour l'espace européen. Xavier Pascaud, merci, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Je rappelle que vous avez publié l'an dernier le nouvel âge spatial de la guerre froide au New Space. C'est paru au CNRS Éditions et c'est passionnant.